connecte. Tu vois, on a 2 spectateurs. Ah, voilà. Bonjour. Ah, c'est ça, il fallait diffuser. So, good afternoon, everybody. So we are waiting that everybody is coming. Il doit y avoir un paramètre que je n'avais pas décoché. People. So, welcome to this webinar on the biomass conversion. I'm Corinne Collet from Carnot 3Bcar, and the presentation will be done by Jean-Guy Bérin from the laboratory BBF at Marseille, and Jackie Van de Put of the EIR cluster. So Jackie will be present to you the information about the organization of this webinar. Okay, thanks a lot. So we will first of all make the presentation, and we'll ask you to ask your question through the question and answer, and you can also make a conversation in also. So do not hesitate to ask your questions through the question and answer system. So we can begin. Yeah, I will present quickly the Carnot 3Bcar to introduce. So the Carnot is a major French multidisciplinary research network, which is goal to support, to offering R&D support to the company. In France, there is 39 Carnot, and each one make film concomitants to developing its R&D activities in favor of industry innovation. At INRAE, there is 5 Carnot on the different topic: feed, food, biomass, and more large, there is 7 Carnot specifically dedicated to bioeconomy in this network. So more specifically, Carnot 3Bcar are working on a different topic for bioenergy, biobased molecule, and biobased materials. So we are looking for crops production on byproducts and waste and byproducts, and dioxide of carbon. And then we're looking for different processes for fractionation, functionalization, formulation, and shaping in the idea of process eco-design and production sustainability. For this, we use green biotechnology and green chemistry. And we work with companies in different markets like biogas, bioethanol, solvent, detergent, cosmetics. So we are offer a gate to you through this our R&D network, which is composed by different laboratories and technical centers all over France. And then I leave Jean-Guy to present more specifically the skills of the BBF. So thank you.
Okay, I'm gonna share my screen. Okay, good afternoon, everyone. So my name is Jean-Guy Bérin, and I'm a scientist at INRAE in Marseille, in the southeast of France. And so I'm going to introduce the BBF lab, and then I'm going to focus on some enzymes to give you an example of promising enzymes for plant biomass conversion. So first of all, this is more or less the strategy of the lab, where we are interested in biomass and biomass conversion, starting with lignocellulose. And to convert this biomass, we are using enzymes from filamentous fungi. So we are looking at fungal diversity, trying to identify some enzymes for biotech applications. So today I'm going to talk mainly about biofuels and biopolymers. So the starting point of the lab and our research is the collection of lignocellulosic filamentous fungi. So this is a collection from the INRAE network called CIRM. And all the filamentous fungi in this network are in Marseille. And we have more than 2,500 strains. And they are, those strains are quite specific, because they are strains of filamentous fungi growing naturally on lignocellulose. So we have mainly basidiomycetes and also some ascomycetes. And all the strains are authentified and available to you. So if you are interested, you can go to the CIRM website and order some strains for your research or application. And these strains, they are collected. So this is really a lot of work that has been done over the last decades to gather all these strains. And that's what we used in the lab for our research. So we are exploring this fungal biodiversity using different methods. And we can make some screening using plates, as I show here, to look at the capacity of these strains to grow on a specific polymer, or to degrade this polymer, or to metabolize this polymer, or dye, or plastic, or whatever. And we have also a robot system for screening in microplates. So I'm going to present some of the work we've done very quickly today, and mainly focusing on biomass and recalcitrant polysaccharides. So we've done quite a lot of screening over the last 10 years, and we identified fungal strains with high potential for biomass conversion. So as I said at the beginning, these strains, they grow in forest on this biomass that is recalcitrant. So this strain, they have developed enzymatic system to degrade this material. So when we have been screening to look for strains with high potential, we found strains that were able to overcome the recalcitrance of the biomass and improve some cocktails that are used in industry. So we have a few patents, and we have also published some results about that. And just to explain why we can get some interesting strain, is because they have an arsenal of enzyme to degrade this very complex network of polymers, which is cellulose, hemicelluloses, and lignin. And for that, they are using different classes of enzymes. So I would say that the three classes here, like hydrolases, esterases, and lyases, are quite well known, actually. And quite recently, I think there was a lot of research done on auxiliary activities. So there are mainly oxidative enzymes that are mainly found in basidiomycete fungi, and they really help all these enzymes that are well known
to degrade this complex network and to access to the substrate and cleave this substrate. So here is a more detailed view of the enzyme that can be secreted by fungi to attack this complex network. So you can see that it's very complex. So you have many families. All these families are classified in the KZ database. And when we are working on this enzyme, we are used to this, all these numbers. And these numbers, most of the time, they are associated to a different type of activities. And as I mentioned just before, the auxiliary activity enzymes are the ones that are quite new for some of them. And most especially the LPMOs for lytic polysaccharide monooxygenases that have been discovered 10 years ago. And that will be the focus of my talk. But in the lab at BBF, we are also working on other type of enzymes that I will not mention today, but if you are interested, you can contact us. So for example, for lignin degradation, some scientists are working on lignin degradation, but I won't talk about lignin degradation today. So this is the view of a very simple view of cellulose degradation with these enzymes that have been studied for more than 50 years now. And they are the endoglucanases and cellobiohydrolases. And I would say that, well, a bit more than 10 years ago, we thought that we knew everything about cellulose degradation. But then a group in Norway discovered this enzyme that were known, but we didn't know what were the activities. And these enzymes, they have been named LPMOs, so for lytic polysaccharide monooxygenases, and they are very different to the other cellulases. Why? Because they are metalloenzymes. So they have a metal, that is a copper, that is coordinated by some histidine residues, and this copper is exposed at the surface of the enzyme. And this surface is something very important because the enzyme can bind to the cellulose or to the polysaccharides, but at the surface of the network. They don't need to extract a chain to cleave. They can bind the surface and make a cleavage. This cleavage is an oxidative cleavage. So they will need a co-substrate, some electron. And with this cleavage, they will, the biomass will become fragile, and then the hydrolases will really degrade much better the polysaccharide network. So when LPMOs are acting, we get some oxidized sugars, and that's one of the reasons why we didn't detect their activities, because we didn't have the methodologies to detect these oxidized sugars that are quite tricky to detect actually. So that's one of the reasons why they were completely overlooked. And now that we know that LPMOs exist, we can find LPMOs a bit everywhere in bacteria and fungi. And what I wanted to say also here is that the mechanism, there was a big debate on the mechanism. I won't go into details about the mechanism of this enzyme, just bear in mind that they are oxidative enzymes. But the co-substrate, there was a big debate between oxygen and hydrogen peroxide. And quite recently, I would like to acknowledge the work of Bastien Bizarro, who did his PhD at INRAE in Toulouse. Then he moved to Norway, where he did a very nice work on the mechanism, demonstrating, I think, that quite clearly that hydrogen peroxide is the real co-substrate of LPMOs. And it was funded by a Green Skills Fellowship, where INRA was providing money for support for his postdoc. So there was a patent owned by INRA and the Norwegian Institute on this mechanism and the role of hydrogen peroxide. So today we know that there are many LPMO families that are found. You can see that they are mainly found in fungi. So a few of them in bacteria and viruses, or animals, algae, viruses, but most of them are in fungi. So fungi are really rich in LPMOs that are secreted, and they can target cellulose, hemicelluloses, but also chitin, starch, xylem.
So they are quite diverse. And now we know quite a lot about the bioinformatics of LPMOs. We can detect them in genomes and so on. So in the lab at BBF, we have been working mainly on this A9 family. That was the first one discovered with A10. And we were also involved in the discovery of A14 and A16. So I will focus on A14. I won't talk about A16. A16 has been discovered with IFP Énergie Nouvelle in the frame of a PhD thesis. But I will give you an example of how we proceeded to discover new LPMOs. And this is basically the approach we have in the lab. But before that, I would like just to show very briefly what is the expertise at INRAE on LPMOs. So we are not the only lab working on LPMOs. There are also other labs, I will mention them. But basically at BBF, we are identifying LPMOs from natural biodiversity, looking at all this fungal collection. Then we can produce this enzyme heterologously, and this is a challenge actually, because you need to control quite a lot of things, and also the metal, the coordination, and so on to get activity. So usually we use Pichia pastoris, which is a yeast able to produce most fungal LPMOs. It works quite nicely, and we go from really in a medium throughput approach to quite medium scale, let's say, in bioreactor, and we can get something like 1 gram per liter or a few grams per liter of proteins, which is, I think, quite nice to work with industry and to provide enough LPMOs for assays. And we have a platform dedicated to the production of fungal enzymes in the lab. So if you are interested, you can also contact us, and we can produce some enzymes for you. And finally, we are able to assay this enzyme. And as I said, it's quite tricky. You need to detect oxidized sugars in the soluble fraction. But we are also able, in collaboration with INRAE in Nantes, to look at the insoluble fraction, where actually the LPMO is acting to disturb the network of the cellulose fibers, for example, here. And I will come back to that later. So as I said, I will just very quickly explain you the story about the discovery of A14 LPMOs that were very new enzymes and how we did that. So it was the work of Marie Couturier and Simon Ladevez, who were postdoc in my group. So everything started with one of the model fungi, fungus in the lab, Pycnoporus, and this is the work supervised by Marie-Noëlle Rosso. She coordinated the sequencing of the genome, and we selected this strain, Pycnoporus coccineus, because it was able to grow on pine and aspen, and wood is very recalcitrant to degradation, and this fungus is well adapted to wood. So from that, when we look at the genome, we had also transcriptomic data, secretomic data. We identified a protein of unknown function, and we looked a little bit into details about this protein. We made blast search, we looked at the sequence, and there was some similarities with other LPMOs, but it didn't fit the families that were already known. So we saw that maybe it was a part of a new family that was defined by Bernard Henrissa as A14 in the KZ database. And we produced a few members of this family. We saw the structure of this enzyme. And so maybe you're not very familiar with a 3D structure, but you can see that there is a histidine brace here, like in other LPMOs. There is a metal coordinated. And the surface is a bit different, actually. There is a typical LPMO fold, but the surface is not flat like for LPMOs acting on cellulose. So it really looks like an LPMO, but a bit different. So what we did is we applied this enzyme to woody biomass, because we thought that this enzyme was targeting something specifically in wood. And we had softwood, hardwood.
And what we did saccharification assays. It means that we supplemented the enzyme to the Trichoderma reesii cocktail, which is a cocktail of cellulase that is used in industry to sacharify biomass. And when we supplemented this cocktail with either one LPMO or another LPMO from this family, we got a boost of glucose released from softwood and also from hardwood. So this was a good indication that this enzyme was doing something on the biomass, but it was very difficult to detect what was the target. It was not cellulose because we tested that and there was no activity of this LPMO on cellulose. So we thought it might be something else. So we used cellulosic fibers from hardwood and softwood again, and we looked using microscopic techniques in collaboration with Nantes at the disruption of the fibers when we added this LPMO. So just by adding only this enzyme, you can see that the network of fibers is modified. And after a small treatment, the fibers it's like an explosion. You have really a modification. So something happened here, but not on cellulose. These fibers are a mixture of cellulose and xylem, right? They are not pure cellulose, but they are cellulose with 20% xylem. And when we look using NMR, we confirmed that there was no modification of cellulose, but we observed some significant differences on the hemicellulose, which is the xylem in this case, right? So then we saw that, well, to detect the activity, maybe the good idea was to combine these enzymes to xylonases. So that's what we did. We did some looking at the product from these cellulose fibers containing xylem. We added a xylonase from GH11 combined to this LPMO, and then we identified small peaks here. And using mass spec, we identified some xylo-oligosaccharides that were oxidized. So this is a clear indication here that the LPMO has been acting on the xylem, right? And there was cleavage, that is oxidative cleavage. So our hypothesis is that the enzyme is targeting the xylem that is actually covering the cellulose fibers at the surface. And this is work from Paul Dupree at the University of Cambridge that has shown quite recently in several publications that xylem actually in wood and maybe in other plants actually is making the cellulose even more recalcitrant. Cellulose is already very recalcitrant, but with the xylem at the surface covering the cellulose, it's even more recalcitrant. So we believe that our enzyme is targeting this xylem at the surface here. And when the LPMO is acting on that, there is an oxidation. The oxidative cleavage modifies the xylem, and then this xylem can be cleaved by the xylonase, right? Because when you add only the xylonase alone, you cannot get rid of all this xylem at the surface. So here we have a good indication that LPMOs, most of the LPMOs, they are really acting on the recalcitrant part of polysaccharides. And that's why they are making the hydrolysis much easier by the hydrolysis. So that was the example I wanted to give you, but we have many results on other LPMOs as well. But this one is very striking and quite new. So there was a patent on that and on the use of these LPMOs to sacharify biomass and to modify the cellulose, hemicellulose network. So then just to make it quite clear on what is the advantage of using enzymes and LPMOs in a biorefinery context and for bioproduct production, here you can see that when you have some cocktails that have been most of the time developed with filamentous fungi like Trichoderma reesii, you can upgrade these cocktails using, for instance, LPMOs or other enzymes also, and using filamentous fungi that are different, that have evolved differently, and that have other sets of enzymes. And then you can favor the release of sugars that then can become platforms to get like a wide range of bioproducts, right? Not only ethanol, but other alcohols and organic acid and so on,
But this hydrolysis step is a key step. Of course, if you start with lignocellulose biomass waste, or depending on your starting point, you need to adapt a pre-treatment, of course, that can be biological or physical or chemical. But then this step, the hydrolysis, is really a key step. So then there is another area where LPMOs are interesting, and this is the work done with Bernard Catala and Ana Villares, and I think they are part of this webinar. So I'm not an expert on this. I can tell you what I know, and if you have questions, maybe they will be able to answer. But as we showed with different types of LPMOs, these LPMOs are really, they have this capacity of acting at the surface of the fibers, and through this oxidative cleavage, the cellulose becomes fragile. So we've done some work on that, and we have kind of a model for you maybe to understand a bit better what I say here. So this is a schematic view of cellulose with all the fibrils this is a transversal cross, right? And if you have the LPMO acting at the surface, yeah, you will have some cleavage at the surface, but it will disrupt the network, right? And that's why then the cellulase can degrade that, or with a small mechanical treatment, you can disrupt the network here. If you apply a mechanical treatment on cellulose without any LPMO treatment, cellulose remains quite solid, right? And we showed that also with what is used to produce nanocellulose. Usually they use a mechanical treatment in a microfluidizer. And if you use bleach birchwood fibers and you try to put them into this mechanical treatment, you block everything. And the fibers without the LPMO treatment, they cannot be processed. If you, on these fibers, you apply LPMO, then you can go through the process much more easily. You save energy as well, and you can get some cellulose nanofibers here that have many applications in many different areas. So this is really a demonstration also that LPMOs are very powerful enzymes. So we have also patented the use of LPMOs for nanocellulose production. So as a take-home message, I hope I convinced you that using fungal biodiversity, which is available at INRAE and most especially in the serum collection at BBF Lab, you can identify some fungal enzyme that can be used as a biocatalyst for a wide range of biotech applications. And most especially today, I focused on LPMOs because I believe they are really promising biocatalysts for modern biorefineries. And in the lab and within the INRAE network, in Nantes, in Reims, we have expertise for the use of LPMOs in bioprocesses and LPMO production. So if you are interested, don't hesitate to contact me or 3Becar, INRAE Transfer directly if you wish to collaborate or to use these enzymes. And with that, I have finished my presentation, and I would like to thank all the people who have been contributing to this this study of LPMOs in the lab with some students, engineers, postdocs, collaborators at INRA, at the CNRS, and also abroad with many experts of these LPMO enzymes. And I'm open for questions if you have any. Thank you. There is some question regarding your presentation. The first one, mentioning that it's a very interesting talk. What quantity of enzyme do you use today with the LPMO?
as the only enzyme or used to work with xylanases? Yeah, so it's true that of course the amount of enzyme we use in the system is really an important point. So I would say that at the beginning we were using a huge amount of enzymes, and everybody in the LPMO field was saying, "Wow, these enzymes are really they have a very weak activity because we use tons of enzymes." And actually, the reason for that is that we were using enzymes that sometimes were not fully active or fully activated. You can see that in this enzyme, you have a need for copper coordination. If your enzyme batch is not fully loaded with copper, of course, most of your batch will not be active. That's the first important point to check. And then you have the activation of the enzyme. So what I said related to the mechanism and the fact that at the beginning we were not really using hydrogen peroxide, but oxygen, that works actually, but is a bit slow. Then you can combine redox enzyme to trigger the activity of the LPMOs. For the A9 LPMOs, it's the cellobiose dehydrogenase that can be used. So the combination of enzyme can be really important to really have a lower dose of enzyme. But at the moment, I would say that in the micromolar range, it works fine. And if you try to play with this condition, you can decrease the amount. So with very low amount of enzyme, you can see an effect. And another argument for that is that filamentous fungi in nature, they secrete very, very low amount of LPMOs, because with very low amount, you can get what you want. Is just the destabilization of the network for the hydrolases to act much better. But you can use LPMOs alone, and with that, you will see an effect. I hope I answered the question. Yeah, but there is some similar questions regarding how much quantity and how long. How long? So again, how long is another point. So at the beginning, because we thought that it was very weak or very difficult to visualize the effect, we were incubating everything for a very long time, so overnight or 48 hours. And then when we start looking at the early time points, then we saw that actually it could be quite fast. And after just a few minutes, we could identify some oxidized products. So again, I think it depends also what you want to do. If you want to degrade wood that was not pre-treated, of course you will need more time than if you use pure cellulose, for example. So again, I think it depends on the substrate you want to degrade and the enzyme, and if you use it alone or in combination. So I didn't really answer, but I mean, it can be between a few minutes to several hours. Or the saccharification for biofuels can be a process taking 3 days if you use a cocktail, right? Okay. So of course, it's much better if you do it much faster, and if you only incubate for 24 hours, you will save time and money. Okay. Okay, there is also some question regarding the versatility of the enzymes. Can you extract potentially hemicellulose chains which are not depolymerized with this type of enzyme? So, well, if you can extract hemicellulose chains, not really, I don't think so. Of course you can, it depends, let me think. If you have a mixture of hemicellulose and cellulose, and that you degrade cellulose, you will get pure hemicellulose. So that can be a way to get pure hemicellulose if you target what you don't want actually. So you can combine cellulases and LPMOs targeting only cellulose and not hemicellulose, and you will get a hemicellulose chain, for example. I never tried to do that. Okay, that's something you could eventually look at. Yeah.
Question regarding the electron donor. Yeah. What So is the electron donor? So the electron donor can be multiple. So it has been evidenced that lignin was acting as an electron donor. Then we can use ascorbate, gallate, many different compounds. But I think one of the best electron donor is redox enzymes. So I mentioned CDH, the cellobiose dehydrogenase. In fungi, for A9 LPMOs, we can see that they are co-secreted with cellobiose dehydrogenase. And when we test in synergy, we are not the only one we've done that, but many groups have done that, and it works really nicely. And there are also other redox enzymes that can do the job. Okay, so do you use oxygen or so if you use, and that's why it's interesting, I think, to use a redox enzyme. For example, for CDH, the cellobiose dehydrogenase, it's producing low amount of hydrogen peroxide, and with low amount of hydrogen peroxide, you are in the best conditions, I think, to trigger the action of the LPMOs. So that's also something that Bastien Bissaro has shown, that if you add too much hydrogen peroxide at the beginning, you kill your enzyme. And your enzyme is just dead by auto-oxidation. If you provide hydrogen peroxide during the reaction, during the course of the reaction, this is much better for the system. Okay, hydrogen peroxide. Okay, there's also some questions regarding the conditions, the parameter conditions, the pH and temperature range for the optimal LPMOs. Well, the pH, I think we use something like a pH 5, 6, and temperature, it can be room temperature, even lower. And then I think they are quite robust. So we can also increase the temperature. That's not really a problem. Okay. Some question asking, is it necessary to make a pre-treatment? So of course the pre-treatment, yeah. So the pre-treatment is still required, I think. But I think also that maybe in some cases the LPMOs could be used as a pre-treatment tool. I think it really depends on the substrate. And again, we didn't really look at that, but in the literature there are some examples of depending on the type of pre-treatment you're using, it is compatible with LPMOs or not. So I can imagine that eventually you can have some inhibitors that are generated during the pre-treatment that will be a problem for the LPMO. Okay. And the last question, is there any mediator between CDH and LPMO in your assay? No, there is no mediator, no. No, it's not like a lacase, for example, or other types of enzyme where you need a mediator. Yeah, you could imagine a mediator, yeah, of course, with some quinones and some systems like that. But in the case of CDH and LPMOs, you don't need a mediator. It's very simple. The CDH will, as soon as the CDH will start working by oxidizing the celluloligosaccharides, you will get the system working. Okay, thanks a lot. I think we have treated all the questions. Okay, thank you. LPMOs. Yeah, there was a question on oxygen versus hydrogen peroxide, but I think I answered more or less. So you can have a system where if you remove all the oxygen and you only add hydrogen peroxide, and that's what Bastien Bissaro has shown, you can get activity and much more activity actually than oxygen, only oxygen. So then this is a very big issue, I think, in the LPMO field, because if you use high dry matter, for example, and you have a low diffusion of oxygen or hydrogen peroxide in your system, this is a problem. So I think the
the fact that for years everybody has been using only cellulases and now is moving to the LPMO field or trying to test LPMOs. And sometimes they are disappointed because the conclusion is, oh, LPMOs, it doesn't work. But I think it's because it's not well designed, and the experiment needs to be designed in a different way compared to cellulases. And that's something very important to bear in mind. Okay. I don't think there is. Okay. Thank you. So thanks a lot, everybody, for your questions. I think we can go to the next speaker, Coraline. Yes, so it's you, Jackie. We are going to continue in French for the presentation of Jackie, the Jackie presentation. Just a few minutes. Est-ce que c'est bon? Oui. Bon. Bien, rebonjour à tous. Effectivement, je vais faire la présentation en français, comme il était prévu. Je m'en excuse déjà pour les quelques membres participants étrangers, effectivement, mais il y a dans les slides un certain nombre d'informations qui sont en anglais, donc vous pourrez quand même suivre cette présentation. Donc, on m'a demandé de plancher effectivement sur les applications, les axes d'innovation de la biocatalyse. Donc, c'est un sujet bien large que je dois traiter effectivement dans un délai bien court. Donc, je vais essayer surtout de passer des messages sur les différentes applications et sur les stratégies d'innovation, sachant que je suis directeur scientifique et responsable innovation bioéconomie au sein du pôle IR et que j'ai la chance d'animer un groupe de travail spécifique sur l'enzymologie et les procédés associés. Et nous étions encore ce matin avec certains d'entre vous à discuter effectivement de l'utilisation des enzymes dans des extrudeurs, dans des micro-réacteurs, l'utilisation des enzymes dans la glycobiologie et la cosmétique. Et donc, ça fait quelque part une continuité de réintervenir cet après-midi dans cet événement organisé par 3 Bécard sur les LPMOs et donc sur plutôt la partie énergie. Et là, je vais essayer de donner un overview un peu plus global sur les enzymes. Alors, comme vous le savez, les enzymes sont à la fois des auxiliaires technologiques, des additifs, des actifs qui sont utilisés pour le pré-traitement, la purification, voire même la synthèse, à la fois dans le domaine de l'agroalimentaire, de la consommation animale, de la détergence et autres, là, qui sont vraiment les gros marchés, on va dire, de l'enzymologie, mais aussi de plus en plus, on l'a vu dans le domaine de la bioénergie et de la méthanisation, donc les biocarburants avancés. De nombreuses applications se multiplient en chimie fine, en cosmétique, en parfumerie, dans la production également des arômes. Les matériaux sont également visés, on l'a dit tout à l'heure. Vous connaissez effectivement la réussite actuelle de Carbios, qui est parti pour faire un démonstrateur qui vise à hydrolyser les plastiques type polyester, voire même des polyamides, pour ensuite les reconstituer derrière à partir des building blocks et donc de refaire des bouteilles. Donc, c'est quand même un grand pas dans le développement de l'enzymologie et du recyclage des plastiques, mais les applications sont nombreuses. La dépollution, effectivement, des polluants pharmaceutiques, la remédiation des sols, la capture et la séparation des gaz. Aujourd'hui, il y a facilement plus de 35 000 réactions enzymatiques potentielles. Il y a plus de 6 000 enzymes largement qui sont référencées. Donc, il y a de quoi faire effectivement pour répondre au cahier des charges des différents secteurs d'activité. Donc, c'est un marché qui pèse 5 milliards d'euros, donc assez dynamique quand même, avec des secteurs comme le feed, le pharma et la cosméto, mais aussi des secteurs particulièrement en attente qui sont la bioénergie pour arriver à des procédés de fractionnement et de libération effectivement des sucres en C5 et C6
des différentes biomasses lignocellulosiques pour arriver effectivement à des process performants de biocarburants deuxième génération notamment. Donc, vous voyez quelques chiffres. Là, on voit que le food and beverage et la détergence, c'est plus de la moitié aujourd'hui du marché. L'énergie, bon, à peu près une dizaine, quinzaine de pourcents, et l'animal feed également. Donc, le développement de ce type d'enzyme est fortement lié aussi au contexte réglementaire qui est très, 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 très variable d'un pays à un autre, de l'Europe à l'Asie, dans lequel il y a des contextes qui évoluent. Notamment, vous avez dû tous voir récemment la publication de la liste des enzymes au niveau européen. Donc, on va arriver dans un système où il va falloir, au niveau du enregistrer les enzymes qui sont utilisées dans les applications alimentaires. Et donc, on va arriver dans un processus presque équivalent à REACH, et il faudra certainement quelques années quand même pour valider toutes les enzymes qui sont dans cette liste. Mais aussi dans d'autres secteurs d'activité, notamment dans le secteur de la cosmétique. On voit une forte hétérogénéité des réglementations pour effectivement, dans certains cas, par exemple, si on veut avoir le label naturel Cosmos, eh bien, on peut utiliser que des enzymes, on va dire, d'origine sauvage, alors qu'aux États-Unis, potentiellement, on peut utiliser des enzymes GMO. Donc, voilà, donc cette forte hétérogénéité, et quand on développe aujourd'hui une enzyme un peu nouvelle dans des secteurs d'activité, par exemple comme le médical, ce matin on l'a évoqué, bien même le contexte réglementaire n'existe pas encore. Donc, voilà, c'est quelque chose d'assez important à regarder quand on développe les produits. Donc, les chiffres que je vais présenter là sont assez cohérents, parce que quand même, quand on monte des chiffres, il faut regarder. J'ai regardé le dernier annual report de Novozymes et on voit effectivement ces mêmes parts de marché, sachant que Novozymes fait plus de 48% de parts de marché en total. Mais on va retrouver effectivement cette même distribution entre la household care, le food beverage et la bioénergie et la partie agriculture et autres. Alors, quelques mots sur chacun des marchés. Donc, le marché qui est très connu depuis les années 60, c'est celui de la détergence, qui représente plus de 33% aujourd'hui des ventes des enzymes. On sait qu'aujourd'hui, une lessive combine un certain nombre d'enzymes, que ce soit des protéases, des amylases, des lipases, des celluases, à des concentrations qui vont de 0,4 à 0,8% pour des poids de lessive de 1% au coût total. Donc, la grande tendance dans ces lessives aujourd'hui, c'est bien sûr de compacter les lessives. On voit la concentration des lessives. Forcément, on évite le plastique. On essaie de donner un coût un peu plus frais, donc des notes un peu plus fraîches. Et on essaie de gaspiller un peu moins d'eau. Et donc, la grande tendance qui a eu lieu il y a quelques années avec les développements de DSM, ça a été finalement de réduire la température moyenne, on va dire, des lessives et de passer effectivement à 30 degrés, ce qui a supposé de mettre en place des enzymes qui répondent à ces cahiers des charges, et ce qui a entraîné notamment des baisses de consommation d'énergie assez importantes, comme vous voyez, de 25 à 30%, lorsqu'on passait de 40 degrés, on va dire, d'une lessive à 40 degrés à une lessive de 30 degrés. Donc, c'est un challenge qui a été résolu et ça permet de montrer un peu l'intérêt des enzymes dans certaines activités et notamment là, leur intérêt environnemental et la diminution de la consommation d'eau. Alors, si on regarde côté un peu bioraffinerie, c'est quand même nous, notre thématique particulière au pôle. Donc, vous savez que des acteurs comme Rocket, Soufflé ou autres gros amidonniers utilisent des enzymes de manière courante. Ce que vous ne savez pas forcément, c'est les quantités qu'il peut y avoir. Donc, ce petit calcul qui avait été présenté au dernier événement Enzinov il y a à peu près 3-4 ans faisait référence à des quantités de 5000 tonnes, par exemple, de maïs par jour. Et si on le convertissait effectivement par rapport aux enzymes qu'on peut utiliser, notamment les alpha-amylases, thermorésistantes, bien sûr, et des amyloglucosidases qui sont utilisées pour hydrolyser l'amidon et pour en faire à la fois des maltodextrines qui vont aller dans les poudres de lait infantiles ou des sirops de glucose, voire même des hydrolysables un peu plus importants avec des données de dextrose à 95 voire du dextrose à 100%.
Et bien pour ça, il faut effectivement à peu près un camion de 20 à 25 tonnes, ne serait-ce que d'alpha-amylase résistante. Après, il faut encore ajouter des pulvérinases. Et puis, si on regarde effectivement les autres activités qui sont liées à la conversion et la production, par exemple, de maltose ou la production de dextrose, on voit là aussi des grosses quantités quand même d'enzymes. Ça, c'est pour laisser dire, effectivement, pour ceux qui s'intéressent à la production par voie enzymatique de biomolécules, bien, ne vous inquiétez pas, il y a des quantités suffisantes potentiellement de capacité de production de ces enzymes. Et ils sont mis en œuvre de manière quotidienne et de manière quotidienne également dans le secteur de la boulangerie et de la panification, où là, on va utiliser effectivement des enzymes, que ce soit pour augmenter le volume spécifique du pain, que ce soit effectivement pour faire en sorte qu'il ait une meilleure ténacité, pour améliorer le réseau de la pâte. Donc tout ça, c'est des xylanases, des protéases, des lipases, des oxydoréductases et bien sûr des amylases. Avec là une demande particulière, hein, c'est de trouver finalement des enzymes natives non issues de GOM. Alors après, c'est peut-être une demande quand même qui sera difficile à répondre, mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, c'est un challenge que peuvent relever notamment les acteurs qui font de la fermentation en milieu solide. Voilà, donc pour répondre à ce type de demande. Le secteur de l'œnologie aussi est concerné, hein, et on a vu là aussi l'importance de suivre la réglementation parce qu'à partir de 2013, l'OIV, l'Institut du vin, on va dire, a ouvert quelque part davantage d'utilisation du vin, des enzymes, pardon, pour la production de vin, que ce soit pour le pressage, que ce soit pour la clarification, mais aussi pour améliorer les arômes, la couleur, l'utilisation du lysozyme aussi pour éviter effectivement les contaminations microbiennes. Donc là aussi, hein, c'est des choses qui évoluent. On a vu encore récemment, par exemple, des développements de pectinase pour la clarification des jus de fruits et éviter que ça n'ébouche les membranes avec des acteurs comme Soufflet Biotech. Autre application, le côté feed. On voit c'est un marché à peu près de 800 millions de dollars. Là aussi, les enzymes hein, sont utilisées de manière régulière, notamment pour inhiber l'action de certains facteurs antinutritionnels, notamment pour se débarrasser de l'acide phytique, hein, notamment limiter les quantités de phosphate, c'est-à-dire des déjections animales, hein, puisque les phytases, ça représente à peu près 70% des volumes des enzymes qui sont vendus en consommation animale. Et comme vous le voyez, les enzymes sont utilisées aussi pour améliorer l'accessibilité aux nutriments, hein, et puis également pallier parfois pour des jeunes animaux le manque de certaines enzymes et voire même l'absence de certaines enzymes pour certains types de matières premières. Donc là aussi, on utilise des complexes enzymatiques voilà, de cellulase, de bêta-glucanase, d'alpha-amylase pour améliorer les performances zootechniques des animaux et puis effectivement aussi améliorer l'environnement pour éviter effectivement, comme là, les problèmes de phosphate. L'application biofuel, alors j'en dirais pas grand-chose, hein, puisque on était à travers la présentation du LPMO typiquement dans effectivement des cocktails de cellulase, de xylanase et autres. Donc sachant que ça a été une course effectivement qui a commencé sur l'éthanol cellulosique il y a quelques années avec Beta Renewable, puis ensuite forcément plusieurs acteurs se sont positionnés qui ont tendance quand même j'allais dire plus à garder la production in situ d'enzymes. Et comme vous le savez, en France, hein, donc IFP, Futurol, le SAFRE et autres acteurs Tereos ont mis au point des nouvelles technologies de production de biofuel 2G qui sont actuellement commercialisées. Hein, donc il y a une licence qui est accordée à INA et dans lequel effectivement différents types d'enzymes sont développés pour ces biocarburants de seconde génération. Et vous avez sur le côté, effectivement, je vous laisserai les références, quelques exemples de plateformes ayant travaillé sur le domaine, notamment celle de Dyadic, qui a travaillé en dehors des trichoderma cellulases, par exemple.
Autre application qui est en cours de développement, vous savez que la méthanisation en France ne cesse que de croître. D'ailleurs, pour ceux qui sont en France, vous avez dû voir récemment une petite publicité sur la production de biogaz. Hein. Ce qui est sûr, c'est que dans ces activités, un petit pourcentage de déviance et on se retrouve effectivement à des procédés pas assez performants d'un point de vue économique. Donc, c'est important, c'est d'améliorer finalement ces performances. Et quand on constate que dans les digestats, il y a encore en moyenne 20% de cellulose et 9% d'hémicellulose, donc encore des différentes composants de la biomasse qui peut être transformée en méthane, eh bien, il a été démontré encore récemment que l'utilisation de certaines enzymes en pré-traitement et pendant la digestion, on va dire, permet d'améliorer les rendements avec là aussi une démonstration économique. Même si ça coûte à peu près 160 € par jour, bah, ça vous permet de gagner à la fin de l'année 50 000 € par an, ce qui n'est pas négligeable, puisque au vu des business models qu'on peut avoir sur ce type sur les méthaniseurs, c'est quand même assez significatif pour étudier, dans certains cas, l'utilisation de cocktails de trichoderma avec ces différentes enzymes potentielles. Un des acteurs, je l'ai dit tout à l'heure, qui est bien positionné en France, avec une production par FMS qui développe différentes enzymes justement pour ces aspects un peu agroalimentaires, panification, distillerie, c'est Soufflet des biotechnologies. Alors, si on part également dans d'autres applications, il y a une des applications qui est l'application cosmétique. Depuis longtemps, là aussi, les enzymes interviennent à la fois en tant qu'actifs, en tant qu'additifs et auxiliaires de fabrication. Donc, voilà, des enzymes comme les papaïnes et les bromélaïnes sont utilisées pour faire un effet de peeling. On utilise des catalases, des peroxydases pour la protection de la peau, des lacases pour la coloration des cheveux, mais également des lipases pour libérer, on va dire, un certain nombre d'actifs. Donc, il y a eu divers développements, notamment des tensioactifs, des polyphénols, on va dire glycosylés. Et sachant que depuis les années 80, en fait, on fait de la glycobiologie, donc c'est-à-dire être capable de greffer des sucres, du glucose, pour améliorer certaines propriétés de biomolécules, leur stabilité chimique, leur solubilité dans l'eau, leur spécificité d'action, leur biodisponibilité. Et vous voyez là aussi des produits qui ont pu être développés à l'époque entre Libragène et Solabia, et notamment le piperonyl glucose, qui est quelque chose qui va vous permettre, un actif cosmétique qui évite les rougeurs chroniques, mais également un des gros acteurs du pôle, qui est Givaudan, qui présentait encore ce matin l'ensemble des produits qui sont en développement sur cet aspect un peu glycobiologie. Et vous voyez, il y a d'autres produits, notamment des probiotiques, qui ont fait appel à cette capacité de fixer, par exemple, des sucres en alpha-1,2. Donc voilà, donc les cosmétiques, beaucoup de développement, pas mal de développement aussi côté arôme, donc parfum. Bien sûr, la vanille, c'est très connu, mais il y en a d'autres, j'en montrerai juste après. Au niveau des développements, donc un des projets qui tourne aujourd'hui en France, c'est la production en utilisant du son de blé de différents tensioactifs, sachant que, comme vous savez, il y a eu des alkyles polypentosiques qui ont été développés il y a quelques années, une dizaine d'années, et qui ont trouvé leur marché, effectivement, sur des tensioactifs bio un peu soft. Et bien là aussi, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin et de faire non seulement l'hydrolyse enzymatique, mais aussi de faire du greffage enzymatique pour produire ces tensioactifs et couplés avec des procédés membranaires. Et donc, vous voyez les acteurs, sachant qu'on devrait présenter les résultats finaux lors d'une journée formulation qui aura lieu en fin d'année à l'Université technologique de Compiègne. Donc, je le disais, côté arômes et fragrances, donc il y a différents types de développement potentiels et je vous invite à lire cette revue Biocatalytic Preparation of Natural Flavors and Fragrance qui présente finalement quelques pistes potentielles outre les productions existantes, que ce soit des arômes de fraises, des arômes de rose, de vanille, etc. Il y a beaucoup potentiellement de molécules qui pourraient être produites avec le label naturel en utilisant des enzymes
Et donc là, effectivement, il y a différents acteurs qui se sont positionnés en France. J'ai souhaité mettre en avant peut-être Naturamol, hein, là aussi, qui a développé des procédés de production pour enzymatique des lipases, de green note, hein, de 6,3-hexényl-butyrate, avec bien sûr tout le volet procédé, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement de trouver la bonne enzyme et ses conditions opératoires, mais à un moment donné, il faut faire du scale-up. Et donc là, ça demande effectivement pas mal de développement et un savoir-faire qu'a aujourd'hui Naturamol en la matière. Alors, si on regarde côté chimie fine, j'ai retrouvé effectivement un listing, hein, qui montre qu'aujourd'hui, vous avez plus d'une centaine de productions d'édulcorants, d'acides aminés, de vitamines. Par exemple, aujourd'hui, DSM utilise l'aminialiase pour produire de l'acide aspartique, Degussa du L-tertleucine, etc. Et outre les exemples que tout le monde connaît, c'est-à-dire la production d'acrylamide à des teneurs quand même de plus de 30 000 tonnes par an, vous avez effectivement la glucose isomérase avec la production de fructose à 250 000 tonnes par an. Mais vous avez d'autres exemples, là où on est effectivement la pénicilline. Et récemment, dans les dernières publications, on a pu voir effectivement, et là aussi je vous laisserai cette publication, The Use of Orthidine in the Chemical Industry in Europe, on voit effectivement là des tonnages, par exemple sur la L-leucine chez BASF, ou sur des amines chirales, en utilisant là aussi des lipases à quand même des teneurs de plus de 1000 tonnes par an. Donc c'est pour dire aussi que l'utilisation des enzymes dans le domaine de la chimie fine, c'est quand même assez bien développé aujourd'hui et ça ne cesse de se développer, avec toujours bien sûr la nécessité de diminuer les coûts de production. Il y a 20 ans, on pouvait me dire que ça coûte cher de développer des enzymes, certes, mais aujourd'hui, avec tous les développements qu'on peut avoir au niveau de la métagénomique et autres, on arrive à faire baisser les coûts des enzymes en faisant de l'immobilisation, en les recyclant. Donc, et si on prend effectivement les rendements qu'on peut voir sur certains acides aminés ou sur certains époxydes, on voit quand même des rendements de production assez intéressants, donc avec des concentrations qui vont de 50 à 200 grammes par litre, des rendements jusqu'à 80-90%, et des consommations de catalyseurs, voilà, pour lesquels vous avez certains chiffres, notamment en immobilisation. Et donc, c'est intéressant de regarder ces paramètres-là pour mieux comprendre la structure de coût, finalement, de la production des enzymes, qui, comme vous le savez, hein, répondent aux exigences de la green chemistry. On est vraiment là, on répond aux 10 principes, hein, 12 principes de base de la chimie du végétal, de la chimie verte, hein, l'absence de catalyseurs, des conditions réactives douces, la diminution des risques de dégradation thermique, et puis beaucoup de spécificité, de sélectivité. C'est un peu vraiment la spécificité des enzymes, c'est de travailler sur la chiralité, hein, de pouvoir effectivement faire la différence entre pour le greffage, entre finalement un arôme d'orange et un arôme de citron, ou effectivement entre la S-alanine ou la R-alanine. Donc, c'est d'arriver effectivement à maîtriser cette chiralité pour aller produire des biomolécules dans différents secteurs d'activité, et notamment celui du secteur des actifs pharmaceutiques. Là, vous avez un exemple de Sequence, donc, où en partant de glycine avec une aldolase, on arrive à produire de la décérine qui rentre effectivement dans différentes applications avec des rendements, là aussi, 99% d'énantiosélectivité, des productivités à 345 grammes par litre. Donc là aussi, c'est encore des démonstrations vraiment de l'intérêt de se pencher davantage sur ces enzymes. Enzymes, comme vous savez, qui sont des protéines, qui sont soit issues de plantes, hein, c'est le cas des papaïnes, extraits de latex de papayer qui sont utilisés pour l'attendrissement de la viande, mais aussi des enzymes d'origine animale, hein, la chymosine, hein, notamment utilisées pour la fabrication du fromage, mais la plupart aujourd'hui des enzymes sont fabriquées à partir de micro-organismes. L'idée, bien sûr, c'est de réduire les coûts de production, c'est de mieux contrôler effectivement les activités de ces enzymes. Et ces enzymes sont issues jusqu'à présent quand même d'un nombre limité, on va dire, d'espèces
bactérienne ou de levure ou de moisissure. Mais encore une fois, l'exploration de ces oxydoréductases, ces hydrolases, ces diases, ces ligases ne cesse de se développer. Et si on regarde les bases de données aujourd'hui, donc j'ai regardé hier la base de données Enzyme Expasy et puis d'autres, Brenda Enzyme, etc. On a quand même plus de 6500 entrées rien que dans ces bases de données. Donc effectivement, ces quantités ne cessent que de se développer, que de même que j'allais dire, la découverte d'enzymes bien spécifiques. Et là aussi, hein, c'est dans les enzymes, réactions enzymatiques récemment décrites d'intérêt industriel. Vous avez forcément la CC-bond, donc la liaison carbone-carbone avec la phényldécarboxylase, mais aussi d'autres enzymes. Là aussi, je vous laisse les références, hein, puisque l'idée, c'est de ne pas être effectivement tout balayé, mais au moins de vous donner quelques pistes d'intérêt. Alors, quand on parle d'enzymes, on parle bien sûr de ces développements. Quand on est industriel, la première chose qu'on veut regarder, c'est effectivement est-ce qu'il y a des enzymes sur étagère. On voit qu'il y en a beaucoup. De regarder effectivement leur versatilité, c'est-à-dire si l'enzyme qui est utilisée pour la fabrication du pain, elle ne peut pas être utilisée pour fabriquer un arôme ou éventuellement une autre molécule, avant de se projeter, j'allais dire, vers véritablement de l'ingénierie métabolique pour aller améliorer la performance de ces enzymes et répondre à cahier des charges. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une forte demande aujourd'hui pour des enzymes natives. Bon, ça va pas être évident quand même, sauf à regarder sur les extrémophiles, hein, donc d'aller trouver ça dans des milieux sauvages. Mais la vérité, effectivement, si on veut répondre à des cahiers des charges de résistance à haute température, dans des concentrations bien spécifiques, des pressions, des pH, plus de la radiosélectivité, etc., bien, on est obligé d'utiliser les approches de métagénomique classique qui sont très bien décrits là aussi dans ces deux articles que je vais vous présenter, hein, qui est vraiment, voilà, on cherche dans les extrémophiles, on cherche effectivement dans les bases de données existantes, et puis on commence à faire l'analyse cristallographique et de l'analyse de modeling, et ensuite de la mutagenèse, de l'évolution dirigée. Et donc le dernier article qui a pu être publié, effectivement, remonte très bien ça, l'évolution dirigée, le design computationnel, le rational design, et toute la partie, effectivement, pour améliorer ces enzymes. Donc, une démarche complète de stratégie. Et là, vous avez des exemples d'enzymes suivant leur mode, on va dire, de développement. Donc, les xynalases qui ont été faites par évolution dirigée ou les cellulases par approche métagénomique ou autre. Donc, là aussi, un article très, très, très intéressant à lire. Alors, un petit mot quand même sur le GT, catalyse enzymatique et procédés associés. Comme j'ai dit tout à l'heure, on anime une communauté française qui est dispatchée à travers la France, comme vous voyez, de Lille à Toulouse en passant par Marseille, d'acteurs à la fois académiques et d'acteurs industriels. Et là, vous voyez la photo, on était chez Chimex, maintenant Novéal, donc filiale de L'Oréal, où on a évoqué l'utilisation des enzymes dans les microréacteurs, voire dans l'utilisation de systèmes intensifiés. Donc, le groupe de travail catalyse enzymatique procédés associés, c'est un lieu d'échange spécifique sur la biocatalyse, la catalyse hybride, le génie des procédés, appliqué au domaine qui est très, très, très large, qui est celui de la bioéconomie, avec, bon, on s'est fixé quelques objectifs quand même, c'est de faire un peu l'inventaire des applications industrielles. Là aussi, il faut montrer que les enzymes, voilà, se développent dans ces différents marchés, de faire remonter toutes les problématiques de recherche industrielle, les verrous techniques, économiques, réglementaires, scientifiques, les enjeux en termes de volume et de valeur. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, parfois on peut s'interroger si vous avez une molécule qui est produite à 10 tonnes par an sur des coûts de développement, sur le développement de nouvelles enzymes, on s'aperçoit de plus en plus que finalement, en internalisant notamment les activités enzymaux, de recherche enzymaux, on arrive quand même à faire baisser les coûts de ces procédés. Alors, parmi les thématiques qu'on peut regarder, hein, c'est forcément l'immobilisation des enzymes, c'est l'utilisation des cofacteurs, ça peut être effectivement les voies d'optimisation,
avec une volonté de faire peut-être un guide de l'enzymologie industrielle pour les nuls. Voilà, donc on s'est amusé à regarder tous les projets européens. Donc il y a eu plus de 1000 projets européens sur une quinzaine d'années, dans lesquels, avec les mots-clés enzymes, biocatalyse, etc., on peut repérer quelques domaines d'utilisation des enzymes, alors que ce soit effectivement l'utilisation de peroxydase, de cytochrome P450, d'oryzine, d'oxydogénase. Au niveau procédé, hein, je l'ai dit, dans les tendances, c'est la catalyse hybride, c'est le volet régénération des facteurs, des cofacteurs, c'est tout ce qui est cascade enzymatique, l'utilisation des enzymes dans des fluides supercritiques ou dans le CO2 supercritique ou l'utilisation des liquides ioniques, le couplage enzyme avec des nanoparticules de métal, des réacteurs en continu. Donc voilà, sur le volet procédé et sur le volet un peu des réactions qui sont visées, ça va de la synthèse d'amines à la fonctionnalisation, bien sûr, de différents oligosaccharides, la dégradation de la lignine qu'on a vu tout à l'heure, la modification des polysaccharides algos, ça peut être la dépollution des eaux, bien sûr, la dégradation des polymères. Donc voilà, et au niveau applicatif, bon, je les ai déjà cités, ils sont nombreuses les applications. Et dans le groupe de travail, on s'est amusé à mettre ça dans un Excel, ce qui nous permet d'avoir une visibilité un petit peu des axes d'innovation. Et comme j'ai dit, hein, donc on essaie de balayer, faire un tour de France des acteurs académiques et industriels, comme l'IFP, comme effectivement le laboratoire, par exemple, de l'Université de Lorraine, qui travaille sur la modélisation moléculaire et la biocristallographie, le LRGP, hein, qui travaille pas mal sur la séparation des peptides bioactifs et chélateurs de métaux. Ça peut être également les équipes de l'UNISTRA, qui sont plus sur la production de biopolymères par l'utilisation des lipases, la fameuse CalB, hein, avec à chaque fois, on essaie d'identifier finalement quels sont les verrous par exemple, de la production de biopolymères, notamment les questions de masse molaire, les questions d'introduction d'aromaticité et autres. Donc, vous voyez, hein, donc, différents laboratoires qui passent effectivement pour évoquer les human milk oligosaccharides, la dépolyméralisation de la lignine, bien sûr, toutes les équipes de Marseille aussi, hein, Marseille, Toulouse, qui viennent présenter. Lille, bien sûr, avec, comme vous savez, il y a différentes plateformes en France, hein, la plateforme Real4 et la plateforme Toulouse Web Biotech. Et on était, voilà, encore ce matin avec les équipes de Toulouse. Là, on défend bien sûr ce qu'on appelle la catalyse hybride, hein, donc mélange de catalyse enzymatique et chimique, avec la démonstration qui a été faite sur la transformation du glucose en 5-1-HMF. Puis voilà, donc ensuite, hein, comme je dis, pas que des laboratoires, aussi des industriels qui viennent présenter leurs nouvelles enzymes. C'était le cas récemment de Medgen sur les enzymes de dépolymérisation des lignines, voilà, qui permettent d'envisager des applications, on va dire, à plus haute valeur ajoutée aujourd'hui. Chromacim aussi, pour le citer, sur la détection des enzymes. Eurosérum sur la partie hydrolyse des protéines du lait. Donc voilà, c'est vraiment très, 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 très varié. Et donc, ça nous permet vraiment de se dire, voilà, il y a des choses à faire en France sur l'enzymo. Ça concerne de nombreux secteurs. On a toutes les plateformes nécessaires. On a du Real4, on a du Toulouse Web Biotech, je n'entrerai pas dans les détails. On a des acteurs comme ARD, Piver et le CRI de Bioindustrie qu'on avait ce matin aussi en réunion. Tous les acteurs qui permettent à la fois de sélectionner souches, les immobiliser et surtout les monter en échelle et développer un procédé complet avec toute la partie de downstream processing qui est nécessaire. Et donc, à travers ces groupes de travail, on présente également toutes les nouveautés, et c'est le cas de ce qui a été publié récemment sur une démonstration de production en cascade de décérine, puis après, comme vous voyez, de différentes molécules. Et donc ça, c'est une publication qui est liée aussi aux travaux de Proteus. Voilà, donc j'espère vous avoir démontré que la catalyse enzymatique aujourd'hui, c'est un outil qui est vraiment indispensable à avoir dans votre panoplie. Lorsque je vais intervenir dans des écoles de chimie, hein, souvent je leur demande ce que vous faites de l'enzymo, parce que je leur dis toujours, demain, si vous n'avez pas les doubles compétences, vous ne serez pas embauché dans des sociétés de chimie ou dans des agro-industries et autres. Voilà, donc c'est multiples applications aujourd'hui, des compétences et des outils qui sont disponibles, et un lieu pour vous pour échanger sur ce sujet-là.
qui est le groupe de travail catalyse enzymatique et procédés associés du polyR, et bien sûr TWBB et autres acteurs français. Voilà pour la présentation. Et voilà, j'essaierai de répondre tant bien que mal à vos questions, sachant que avant d'être responsable, avant de faire des études de marketing, j'avais fait de la biochimie. Et il s'avère que j'ai travaillé du côté de Lille avec une personne qui était un peu notre référent en enzymo, qui était Bernard Werber, qui malheureusement nous a quittés rapidement. De même que j'ai eu la chance d'avoir comme président du comité des experts un des acteurs majeurs aussi en enzymo avec Pierre Monstant, qui était Daniel Thomas, voilà, qui nous a quittés aussi il y a quelques temps. Et c'est une bonne occasion, je dirais, pour poursuivre aujourd'hui les développements en France de l'enzymo. Merci Jackie. Donc on a une petite remarque. Effectivement, on a parlé de beaucoup de secteurs différents, mais c'est vrai qu'il y a le marché des papiers et, qui est aussi très, très intéressé par le développement de l'enzymologie, bien sûr. Alors, c'est exact, hein, le marché du papier. Bon, je ne peux pas faire papier, cuir, etc. Bon, dans le temps imparti, c'est impossible de faire ce genre de démonstration. Alors, c'est vrai qu'au pôle, on a des acteurs forcément qui sont sur le papier carton. Hein. On va citer des Ayman Ledger, des Northwest Cog, voire même encore récemment sur Fibre Excellence. On avait une société qui s'appelle Cellodev, qui est vraiment spécifique et qui a démontré effectivement l'intérêt de certains types d'enzymes dans l'utilisation effectivement de la production papetière, sachant que c'est, comme vous savez, que ça va à des vitesses folles. Hein, faut avoir visité une production de pâte à papier ou de papier carton pour voir effectivement que derrière, vous devez vous adapter fortement. Par contre, il y a eu des performances effectivement qui ont été démontrées sur certaines enzymes pour aller produire effectivement du papier. Des sujets qu'on a évoqués également en commission et qu'on pourra potentiellement évoquer plus tard. Très bien. Donc, on avait une nouvelle petite question pour Jean-Guy, donc sur l'essai de combinaison entre la AA14 et la AA9. Oui, c'est une bonne question. Je vais répondre en anglais du coup. Ah non, mais je vois que c'est Sacha. Si c'est Sacha, je réponds en français. Donc oui, en effet, on peut combiner les enzymes, étant donné que A14 n'a pas la même spécificité que A9. Donc si vous avez bien suivi, A14 c'est le xylane qui recouvre la cellulose, A9 c'est plutôt la cellulose. Donc en combinant ça avec un cocktail de trichoderma qui est assez pauvre en LPMO, on obtient un effet de synergie. Et donc là, depuis, on a aussi fait des tests avec d'autres types de xylanases et on obtient aussi des synergies intéressantes. Ça va être publié. Donc, ça ouvre la voie, en fait, à combinaison d'enzymes. Donc, des enzymes seules, ça peut être performant, mais selon ce qu'on veut faire, de combiner les enzymes, de suite, on obtient des synergies. Hein. Donc, c'est exactement la stratégie des micro-organismes dans la nature, hein, de combiner la spécificité pour mieux dégrader. Voilà. Moi, du coup, j'avais une question pour Jackie. J'en profite puisque j'ai la parole. J'ai bien aimé votre présentation et cette overview de l'intérêt des enzymes. Et c'est pas réellement une question, c'est plus un commentaire. J'ai bien aimé l'histoire de dose d'enzymes et le fait que vous avez insisté sur le fait que les enzymes, c'est une réalité et que dans certaines applications, comme le domaine papetier qu'a cité Michel Petit-Conil, mais aussi la panification ou les lessives, où en fait le produit n'est pas à forte valeur ajoutée. Parce qu'en fait, souvent, j'ai l'impression que les gens pensent que les enzymes, ça va coûter très cher. Et que donc, c'est pas possible. Et ça ne marchera jamais. Et on n'aura pas un procédé qui sera viable si on utilise des enzymes. Parce qu'il y a cette histoire que tout le monde pense que c'est très cher, les enzymes. Et moi, je trouve que la panification, les lessives et le papier, c'est un très bon exemple puisque c'est des produits qui ne sont pas des produits à très haute valeur ajoutée. Et ça marche très bien. Hein, donc, l'éthanol, ça marche très bien aussi. Hein. C'est après qu'une histoire de volonté. Hein, mais, après, il y a la mise au point d'un procédé, le recyclage, l'immobilisation, comme je l'ai dit.
Bien, Il faut bien arriver à des entendu. concentrations, donc il y a du paramétrage à faire. Mais effectivement, si chez Rocket, on utilise un camion d'enzymes, c'est certainement que ça coûte un peu moins cher qu'un euro le kilo de l'alpha-amylase ou des celluloses inférieures à 10 euros, parce que sinon, on n'arriverait pas à faire des produits, donc des maltodextrines, à des prix de 1 ou 2 euros le kilo, quoi. Après, c'est la concentration que tu fais, c'est les rendements, etc. Donc, c'est effectivement c'est l'aspect économique qui est intéressant d'échanger. Et pour montrer si on est arrivé dans la détergence, au bout de quelques années, effectivement, il n'y a pas de raison de ne pas se mettre en place ces choses-là, et notamment à éviter. Alors, il y a beaucoup de développement là sur les. Parfois, on a des enzymes un peu orphelines, il va falloir quand même les produire. C'est-à-dire, il y a des applications pour lesquelles on trouve l'enzyme, mais à un moment donné, on se dit, voilà, il faut quand même trouver. Et donc, c'est intéressant de voir que de plus en plus, quand même, d'acteurs de la cosmétique, voire même les chimistes, se sont remis à racheter des sociétés d'enzymos, après certainement mordu leur langue de l'avoir vendu il y a quelques années, parce qu'après, il faut suivre les achats et ventes des acteurs de l'enzymo et des startups de l'enzymo. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde se repositionne, et je pense que la catalyse enzymatique a de beaux jours devant elle. Et donc, c'est comme j'ai dit, hein, c'est un outil indispensable aujourd'hui, et on le voit hein, à travers les différents acteurs qui viennent aujourd'hui dans les groupes de travail, et encore aujourd'hui dans ce webinar, un intérêt fort, réel, et comme je l'ai dit, on a toutes les compétences pour relever ce défi, challenge économique, challenge réglementaire aussi, hein, parce qu'on l'a vu, mais avec voilà, des possibilités de diminuer l'impact environnemental, de diminuer la dangerosité des produits, d'avoir un procédé, comme je dis, de chimie verte, quoi, de biocatalyse verte. Merci Jackie. On avait une question pour savoir si vous aviez une idée de l'utilisation d'enzymes pour des applications plutôt de type revêtement. Si vous aviez des exemples, si ça vous inspire. C'est revêtement de coating ou revêtement de bitume Parce que là, après, ça dépend de la fonctionnalisation qui est souhaitée, quoi. Est-ce qu'on sait du coating ou du… Alors pour l'instant, c'est revêtement. Si monsieur Adib Adrich là, de Célabor pouvait nous préciser un petit peu sa pensée. Ah, coating, merci. Coating. Bon, pour l'instant, dans ce que j'ai vu, je ne pense pas. Et comme on l'a dit hein, tout à l'heure, on commence à travailler sur des polyesters par voie enzymatique. Donc, ce n'est pas impossible que… Après, là, c'est aussi une question de coût, hein, du marché de la peinture, des encres, des vernis et autres. Mais encore une fois, c'est que le démarrage de la production de polymères par voie enzymatique, surtout que c'est fait par des polyméristes, donc il faut le temps qu'ils apprennent à savoir ce que c'est qu'une enzyme. Et c'est là l'intérêt de venir dans les groupes de travail, puisque, bon, je ne veux pas citer le laboratoire, mais on s'était amusé effectivement, et en sortant, les acteurs m'ont dit finalement, c'est pas du tout ce que c'est qu'une enzyme. On sait faire des polymères, mais finalement, une enzyme, on ne sait pas du tout comment ça marche. Bon, l'intérêt, c'était de venir dans ces groupes de travail et d'échanger là-dessus. Mais bon, c'est demain, hein, c'est demain. On le voit, Carbios, hein, c'est aussi demain. Hein. Donc, hydrolyser des polyesters pour ensuite libérer les monomères et ensuite refaire des bouteilles, c'est demain. Donc, et si on arrive dans les démonstrateurs, ça veut dire que les premières évaluations économiques, on va dire, sont favorables. Donc, pas encore, mais adressez-vous à nous. Et puis, après, je n'ai pas fait la biblio, et puis je n'ai pas regardé les brevets existants, hein, pour le dire clairement. C'est aussi tout l'intérêt d'un réseau comme le Carnot 3 Bécard qui réunit des chimistes, des biotechnologiques qui se parlent régulièrement à travers ce réseau et qui montent des projets, qui peuvent monter des projets communs aussi. Jean-Guy, est-ce que tu as ta vision de chercheur sur l'avenir? Ma vision de chercheur, je ne sais pas, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je suis ravi quand on fait la promotion des enzymes.
en ce qui concerne, je sais pas, les coatings ou la fonctionnalisation, je suis entièrement d'accord sur le fait que les polyméristes sont des chimistes et que donc il faut bien qu'ils réalisent le potentiel des enzymes pour fonctionnaliser des polymères ou voilà, introduire des modifications qui sont spécifiques et qui peuvent permettre de faire de la chimie, de créer de la réactivité sur un polymère. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire avec les LPMO d'ailleurs, hein, puisque les LPMO, elles introduisent de l'oxydation à la surface de polymères. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait par chimie avec du tempo, par exemple, mais qui n'est pas très spécifique. Donc voilà, il faut aussi avoir l'esprit très ouvert. Et même si on parle d'un contexte biofuel ou d'un contexte autre, il faut aussi imaginer le potentiel des enzymes dans d'autres contextes. Et le potentiel aussi de modification de ces enzymes par de l'évolution dirigée. Vous parliez de Carbios, où c'est une enzyme microbienne à la base. Hein, c'est une cutinase qui a été après modifiée par ingénierie pour pouvoir être super efficace sur le PET. Donc, mais au départ, on part d'une enzyme qui n'est pas faite pour le PET. Le PET, ce n'est pas naturel. Hein. Donc, tout ce qui est non naturel peut être modifié, dégradé par du naturel à la base. Et les enzymes, elles ont cette capacité, une capacité extraordinaire. Et à partir d'une toute petite activité au départ, on peut imaginer après, derrière, introduire un procédé. Pour moi, il n'y a pas de barrière, en fait. Donc, on a une dernière question sur si l'utilisation donc des enzymes ou des cocktails enzymatiques, est-ce qu'elle est en mesure de rivaliser avec la transformation de molécules directement par des micro-organismes? Moi, je peux répondre à ça si vous voulez pour ce que je connais. Après, Jackie peut compléter. Pour moi, il y a un cocktail enzymatique et un micro-organisme. C'est en fait c'est un procédé. C'est pas rivaliser. Pour moi, je saurais pas réellement répondre, mais c'est des stratégies différentes. Donc, quand Jackie prenait l'exemple, voilà, de Soufré qui travaille en FMS, donc là, c'est le micro-organisme entier hein, qui est cultivé sur un substrat pour produire une enzyme hein, ou pour dégrader et avoir un symptôme pour la chimie verte, on peut tout imaginer. Mais un cocktail enzymatique, c'est autre chose. Hein. On va avoir un mélange d'enzymes. Il y a des cocktails enzymatiques qui sont d'ailleurs des fois appelés amylases, mais qui sont en fait un surnageant d'Aspergillus, qui va être très riche en amylase, mais qui va contenir une centaine d'enzymes. Après, il y a Trichoderma raceyi qui marche très bien, où il y a un cocktail enzymatique qui est très performant pour faire de l'éthanol de G, hein, qui peut être amélioré. Donc, pour moi, c'est des stratégies différentes. Ça dépend vraiment. Et après, la réglementation peut aussi entrer en jeu, puisque selon si c'est pour faire du food, du feed ou du non-food, on va avoir des stratégies différentes par rapport à la réglementation. On devra s'y adapter et peut-être qu'une souche, un micro-organisme naturel, pour être plus apte en fait, à remplir les critères qu'un micro-organisme qui aura été modifié, qui sera donc un OGM. Voilà. Donc, Jackie, je vous laisse compléter, mais c'est mon sentiment. Bon, je crois que tu l'as bien expliqué. Hein, c'est entre la biotransformation et puis l'utilisation des enzymes, l'utilisation de la biotech, effectivement. Voilà, c'est pas la même, pas tout à fait la même approche, mais bon, d'un côté, on va faire des cascades enzymatiques à un moment donné, et de l'autre côté, on a déjà une usine cellulaire, on va dire. Donc, bon, dans lequel l'usine cellulaire, c'est pareil. Hein, on peut détourner de sa production d'usine cellulaire, mais là, on ne peut pas non plus avoir des concentrations très très élevées parce qu'à un moment donné, la cellule, elle doit grossir et puis elle doit, je le dis de manière très simple, mais elle peut s'auto-empoisonner. Donc, on a bon de faire des dérives, des surexpressions. Voilà. Et puis, de l'autre côté, une enzyme immobilisée et puis une cascade d'enzymes, vous maîtrisez encore plus, j'allais dire, le domaine. Tout dépend encore une fois de la molécule usée, des marchés usés. Donc, c'est pas les opposer. On a vu, bon, après, des molécules plus facilement atteignables. Si vous êtes sur les molécules du cycle de Krebs, sur le métabolisme existant de Escherichia coli ou autre, bon, voilà, vous modifiez une enzyme ou deux et puis vous arrivez à la molécule. Si vous commencez à faire des synthèses énantiosélectives, des choses comme ça, bon, bah, vous allez vite tomber sur un enzyme, voire même enzyme et chimie. Hein, ça sera peut-être pas exclusivement, ça sera peut-être une partie
spécifique parce qu'elle est risquée, parce que potentiellement, là, on a des problèmes de purif, qu'on va utiliser un bout de la catalyse enzymatique et puis après, on va faire de la catalyse chimique éventuellement. Donc, encore une fois, il ne faut pas l'opposer l'un et l'autre. On doit développer un procédé et on regarde tous les outils qu'on peut mettre en place. Et un des outils, effectivement, c'est la biotech, que ce soit par par voie biotechnologique classique, on va dire, et par bioconversion ou par catalyse enzymatique. Oui, et après, on peut aussi penser au-delà de ça à tout ce qui est biologie de synthèse, où on va pouvoir utiliser un châssis et mettre juste ce qu'il faut. Pour que on a des beaux acteurs au pôle. Hein. Il y a Bolis, voilà. notamment. Je pourrais être tous Albolis, Alberis et autres Metabolics Explorer. Voilà, qui travaillent sur l'ingénierie métabolique, voire même avec de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Parce que comme on l'a vu, hein, c'est quand même une sacrée révolution. Hein. Je n'ai pas détaillé, parce que là, ça devenait un peu trop technique et puis je n'avais pas forcément le temps. Tout ce qui était évolution de l'IALG, utilisation des ordinateurs et de l'intelligence artificielle. Mais là aussi, ça va aider au développement. Bon, après, il ne faut pas attendre non plus des choses trop extraordinaires. Hein. Il y a un peu de rêve là-dedans. Il y a aussi une réalité. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui trouvent aujourd'hui des nouvelles enzymes plus performantes et des procédés qui se mettent en place au niveau industriel. Et on était encore ce matin avec le CRI de bio-industrie, où elle nous a montré effectivement des productions d'extraction, notamment de fructose, de différents coproduits. Donc, il y a de plus en plus d'applications, quoi, de plus en plus d'applications. Juste, on parle du CRI de bio-industrie qui fait partie notamment du réseau 3BK, donc j'en profite pour le rappeler. Pour l'instant, on n'a plus de questions. Je ne sais pas si. N'hésitez pas à reposer des questions, sinon je pense qu'on va pouvoir conclure ce webinaire. On va attendre une petite minute s'il y a des gens qui sont en train de taper leurs questions. Sinon, merci à tous d'avoir participé donc, pour 3BK à son premier webinaire mené en collaboration avec le pôle. Merci à Jean-Guy pour son intervention sur la conversion de la biomasse. J'en profite pour rappeler que ces travaux ont fait l'objet de dépôts de brevets et que vous pouvez retrouver les offres technologiques soit sur le site de 3BK, soit d'INRA et Transfert, et que vous pouvez bien sûr nous contacter si vous êtes intéressé plus particulièrement par cette technologie. Et plus largement, le Carnot 3BK, c'est un guichet unique d'accès à 18 laboratoires et centres techniques autour des bioénergies, biomolécules et matériaux biosourcés. Donc, je suis à votre disposition pour envisager des recherches collaboratives avec nos différents membres. Voilà. Je vous remercie tous pour votre participation et merci aux présentateurs. Merci. Merci. Et bonne journée. Bonne journée Merci. à tous. Au revoir. On va attendre que tout le monde quitte. C'est bien de faire un copier-coller des questions, comme ça permet de voir un peu les thématiques qui peuvent être prises dans les différents groupes de travail. Et surtout celles qu'on n'a pas pu traiter de manière globale et qui pourraient être traitées de manière particulière. Bon, c'était pas mal pour un premier webinaire 3BK. Ouais. C'était pas mal. Techniquement, ça a bien fonctionné. Ah ouais, moi, à un moment donné, j'étais plus là. Hein.
Ah, d'accord. Vous Ah ne bon. l'avez pas vu, mais heureusement, derrière, Evelyne m'a reconnecté parce que quand je me suis reconnecté, j'étais en simple participant. Du coup, je n'étais plus là, je ne pouvais plus faire des questions-réponses. Ah, d'accord. Mais bon, je m'en doutais. Hein. Là, je suis passé avec le téléphone après l'orage et puis ça qui fait. C'est bon. Mais effectivement, ouais, ça s'est bien. Je pense globalement bien passé. Voilà. Après, il faut voir effectivement ce qu'on attend de ce genre de présentation aussi. Hein. Je pense que si c'est des questions voilà, techniques ou qui laissent à penser quand même un intérêt d'aller un peu plus loin sur l'utilisation des LPMO, voilà, ce serait pas mal, hein, effectivement. Oui, en fait, l'LPMO, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même un sujet international. Moi, au départ, j'étais le seul à travailler sur l'LPMO en France. Donc, à chaque fois que je soumettais des projets en France sur l'LPMO, en fait, par mes connaissances, c'était un peu difficile, en fait, parce que donc Novozymes était acteur des LPMO, hein, ils ont participé à leur découverte. Et puis après, c'est beaucoup les pays scandinaves, il y a l'Angleterre aussi, mais c'est beaucoup le Danemark, la Suède, la Norvège, et la Finlande. Donc après, c'est aux États-Unis aussi, et en France. Là maintenant, en France, au sein d'INRAE, on est plusieurs. Je suis le seul à travailler sur l'enzyme elle-même, mais après sur les applications, on collabore pas mal au sein d'INRAE. Et après, ça serait bien que. Donc, il y a eu quelques petites touches avec des industriels en France, mais ça serait peut-être bien qu'on arrive à démocratiser ça parce qu'il y a un gros potentiel. Hein. On parlait là de fonctionnalisation. Oui, après, ouais, il faut regarder en dehors des biocarburants mais en fait, c'est ça. Génération. Bon, je pense que là, à la limite, il faut te rapprocher avec IFP et compagnie et puis voir. IFP, du cocktail. Non, mais de toute façon, moi j'ai travaillé dans Futurol pendant 10 ans et j'ai eu une thèse avec IFPEN où on a découvert les A16, les FPMO A16 et là on continue avec IFPEN, mais ça, sur ça, il n'y a pas trop de soucis. Hein. Il y a des choses qui se font. Oui, mais après, il faut les produire. Enfin, c'est comme tout, hein, c'est une question de rendement, de coût. Après, c'est une histoire de. Voilà, oui, c'est de voir effectivement. Après, si tu peux gagner 10% de production et arriver à 100 grammes par litre d'extraction des sucres, bon, ça devient intéressant, mais il faut poursuivre. Pour les biofuels, le problème, entre guillemets, pour les biofuels, c'est qu'il y a pas mal de brevets qui sont pris par Novozymes. Ouais, donc ça ne va pas engager. Voilà, donc il faut se démarquer de ça, en fait. C'est vraiment ça. Ah, sinon, au bilan, moi j'ai regardé vite fait, donc au plus on a été 48 et à la fin, là, quand on a demandé, enfin quand on a dit merci, on était 45. Donc, oui, donc ça va, les gens sont restés. Les gens on a perdu les 3 Anglais alors. Peut-être. C'était les 3 anglophones, ouais. Peut-être. Puis moi c'est la première fois que je la faisais, la présentation, donc je la maîtrisais pas assez pour m'amuser en plus à la traduire en anglais. Non, mais c'était très bien. J'aurais pu le faire, mais puis bon, comme j'avais un temps quand même imparti, je sais pas d'ailleurs combien de temps j'ai mis. J'imagine que j'ai un peu dépassé. Ça a mis une vingtaine de minutes, je dirais, parce qu'on a pris le temps de répondre aux questions tranquillement. Donc, Bon, bah ça va, je suis resté dans les temps. Enfin, 40 slides, 20 minutes, c'est pas mal. Une slide tous les 30 secondes. C'était bien. Enfin, ça a permis de refaire un petit panel de tout ce qui était possible. Je pense que c'était intéressant de conclure là-dessus. Et puis voilà. Par contre, je vois, on n'a pas enregistré. Si normalement. Qui c'est qui enregistre? Evelyne? Oui, qui a dû l'enregistrer sur son poste. Il est enregistré, oui. Voilà. Ah si, ah bah oui. Bah tant mieux. Donc on n'a pas perdu beaucoup de participants au cours du webinaire. Donc c'était bien. On a eu une petite frayeur au début, mais tout le monde était là. Bon, ben voilà, il reste maintenant à réussir Bioquette alors. Hein. Bah ouais. Mais là, il faut vraiment qu'on se voit lundi. Sérieusement. Là. Okay, très bien. Très bien. Très bien. Bon, je vous remercie en tout cas. Je vous remercie. Et donc, tu pourras participer au GT Enzymo. Hein. Ah ben, je n'étais pas au courant. Hein. Justement, je voulais demander qui est le référent chez nous. C'est moi, en fait. De ce GT. Après, non. INRAE.
Ouais, j'ai vu que BBF était finalement affiché, puisque j'ai vu. En fait, INRAE est membre du pôle, hein, c'est ça, Jackie, si je dis Ouais, pas de ouais. bêtises. Donc, Bah, donc il tu doit y peux avoir. participer. Tu es membre. D'accord. Non, mais il y a des listes de diffusion et sûrement des. Enfin, je ne dois pas recevoir les mails ou les Bah, Ouais, informations. faut s'inscrire, comme je dis. Il faut Ah, faut que les s'inscrire. gens soient connus. Maintenant que tu es connu, D'accord, ok. Maintenant que il y a une Jackie te connaît, communauté. tu vas être abreuvé de mails. D'accord. Non, mais Ouais, après, ça, non, avec mais c'était plaisir. pour que le Avec. GT, effectivement, voilà, ça peut être intéressant de revenir un peu plus tard en regardant si on peut pas regarder d'autres d'autres applications de ces enzymes, D'accord. des choses comme ça. De toute D'accord. façon, quand on a pensé la journée, c'était effectivement de ne pas avoir des journées enzymos à droite et à gauche et de se dire, voilà, on peut faire ça, on réfléchira à nous à faire On a fait un webinaire il n'y a pas si longtemps que ça avec le Proteus qui avait très très bien marché aussi. Donc, le GT, c'est pareil, on est de plus en plus nombreux. Donc voilà, c'est l'occasion vraiment d'échanger, comme j'ai dit, avec des polyméristes qui aujourd'hui découvrent un petit peu les enzymes et finalement, voilà, derrière, c'est plus simple de monter un ANR ou quelque chose avec eux plutôt que les apprendre à découvrir des choses qu'on sait déjà, quoi. D'accord. D'accord. Mais bon, Avec plaisir. voilà, après, il y a des choses à monter de manière pluridisciplinaire et très intéressante à faire. D'accord. Ça va. Voilà, donc tu seras invité. Ça va, avec plaisir. Je ne sais pas quand Coraline, quand je t'envoie un truc, toi tu dispatches derrière à l'INRAE ou Bah, en fait, non, parce que tu je m'envoies sais ça pas trop d'accord. qui a les mails, qui n'a pas les mails. Enfin, c'est un peu Ouais. compliqué. Donc, c'est vrai que moi, après, si au sein d'INRAE Transfert, si je vois qu'il y a des thématiques qui intéressent potentiellement très fortement d'autres collègues, d'autres carnaux, je forward vraiment en interne. Après, au niveau des chercheurs, enfin, comme on est tous pareils, on a déjà une boîte mail complètement inondée. Ouais. C'est un petit peu compliqué de savoir qui l'a déjà, qui l'a pas déjà. Enfin, Ouais. voilà. Mais bon, bref, c'est vrai qu'on pourrait profiter une fois de faire un petit sondage pour savoir qui reçoit, qui serait intéressé de recevoir, et puis de refaire le listing, de vous le retransmettre après. Ouais, ce serait intéressant. Surtout sur certains groupes de travail qu'on lance, là notamment sur la biomasse marine, la bioéconomie bleue. Mm. Voilà, on recrute entre guillemets. Et c'est toujours bien quand c'est au début qu'on fait le lancement parce qu'après, on doit récupérer les épisodes précédents. Alors même si je peux faire une synthèse, mais derrière, c'est bien voilà, que tous les acteurs français qui peuvent être intéressés. Voilà. Puis moi, j'imagine que 3Bcard fera peut-être un événement bientôt sur l'enzymo, je ne sais quoi ensuite. Alors finalement, Après, tu utiliseras quoi comme outil? bah, nous, du C'est coup, pas Zoom. du coup, on va utiliser GoToWebinar. Enfin, InRae Transfer a investi dans Ouais. Pour l'instant, après, si ça se trouve, Ça marche bien aussi. on changera peut-être d'outil. Je ne sais pas. Enfin, il fallait qu'on fasse un choix et on a fait celui-là. Voilà. Et vous avez pris que de la visio? Vous n'avez pas pris des choses où on peut faire des post-it, un peu d'interactivité? Parce que là, En nous, fait, on réfléchit un petit peu. Il y a des 12 outils comme ça où tu peux demander aux si tu veux, personnes de remplir en live. Hein, ouais. chacun remplit en En même fait, tu temps. as des classes. Enfin, nous, du coup, on a utilisé le système. C'est LogMeIn, je crois, la boîte qui Ouais. détient GoToMeeting. Donc, tu as GoToMeeting qui est vraiment là pour faire des conférences. Et je crois que tu peux faire des tableaux blancs, des choses comme ça. Ouais. Après, tu as GoToWebinar. Donc, c'est vraiment le même outil à 2-3 choses près que Zoom. Hein. On a la possibilité éventuellement de faire des sondages en direct avec GoToWebinar. Je ne sais pas si on peut le Ouais. faire avec Zoom. À Zoom, On peut le on peut faire le faire. aussi, Hein. ouais. Non, ouais, je dois avouer que comme, c'est ce que j'avais dit à Jackie, nous on nous a dit Zoom, non. Enfin, en gros, voilà. Donc on a on a regardé les autres solutions. Donc tu peux faire des sondages, tu peux faire des enquêtes automatiques, d'envoi automatique à la fin. Et puis même, alors comme ça sert pas que au Carnot, hein, ça sert à d'autres personnes. Tu avais la possibilité d'envoyer un certificat de participation automatique aux gens qui se sont connectés. Donc, on a notamment des choses qui se font autour de la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Donc, tu vois, pour les doctorants, les choses comme ça, des fois, il leur faut des attestations. Bon, bah là, hop, les gens l'ont automatiquement. Ouais, ça c'est bien. Voilà, et puis tu peux coupler, alors j'ai pas encore testé, mais a priori, tu peux coupler avec ton CRM aussi, ton envoi d'emailing. Donc, tu peux personnaliser
ton emailing et puis après, ça l'envoie avec ton CRM. Ouais. Donc, tu vois, ça peut être pas mal aussi. Et après, dans cette même boîte, tu as une solution de classe virtuelle. Et là, je Ouais, pense que le système de classe virtuelle, tu as peut-être plus de choses encore interactives. Mais je dois t'avouer que je n'ai pas fouillé assez. c'est un peu comme Microsoft Teams, quoi, presque. Où là, ils ont fait tout le système de classe virtuelle, mais après, il faut que tu achètes la licence globale, quoi. Après, il y a plein de petits outils à côté. Je suis en train de regarder, finalement, moi aussi. Comme en septembre, on révise notre feuille de route et que il faut que je fasse 2 scénarios. Le scénario 1, qu'on puisse la faire en physique, et le scénario 2, qui est peut-être aussi probable, c'est qu'on soit contraint de le faire en visio avec le maximum d'interactivité, avec des questionnaires, avec des groupes qui puissent faire des post-it, revenir voilà, sur des chaînes de valeur, etc. Donc, Ouais, ça, j'ai c'est pas. intéressant d'échanger en ce moment sur les grands outils. Je pense que ça, c'est presque ce que tu décris. Enfin, comme en tant qu'ancienne scientifique, tu vois, j'aime bien avoir des définitions avant de commencer quelque chose. C'est vrai que quand tu entends visio, webinar, classe virtuelle, tu te dis, mais en fait, tu as l'impression que c'est tout est la même chose et mais en fait, c'est dans les subtilités. Donc, effectivement, au départ, c'est le même principe, c'est c'est de se mettre à parler ensemble et puis de travailler ensemble. Et puis après, dans les détails, tu as le fait que tu as, entre guillemets, que des gens qui écoutent, comme dans les webinars. Tu as le fait qu'il y ait des gens, tu veux de l'interaction entre tes participants, donc c'est plutôt de la visioconférence. Et puis après, tu as le système où tu pars, tu viens, tu travailles à côté, où là, tu es plus dans un système classe virtuelle au final. Ouais. Bon. Voilà. Bon, en tout cas, il nous faut tendre vers la classe virtuelle. Il nous faut tendre là-dessus, quitte même parfois à enregistrer sa presse en cas où il y a des problèmes de connexion. Enfin, effectivement, voilà, ça s'est bien passé. Même nous, ce matin, au départ au CRIT Bio-Industrie, où il a fallu 5-10 minutes de calage. Il y avait des gens qui ne mettaient pas leur micro, mais aussi en interne. Mais après, c'était fluide tout du long, comme si on y était, quoi. Donc voilà. Bon, ben écoute, si le bilan est bon, Écoute, on et si verra. 3BK est content. Bon, j'imagine qu'ils ont demandé s'ils allaient recevoir leur présentation. Non, même pas. J'ai vu une question. Si, il J'ai y en vu. avait. J'ai vu une question sur est-ce qu'il y aura la présentation avec des LPMO. Moi je n'envoie pas ma présentation. Même si tout est publié, je ne vais pas l'envoyer. Parce qu'après, les gens ils récupèrent un diapo. S'il n'y a qu'une personne qui demande. Oh, moi, j'ai déjà des questions de Novéal sur mon email en demandant la presse. Donc, oui, j'imagine que Ah oui, tu les as eu en direct, toi, oui. Céline Capoun qui a posé une question. Je vois qu'elle m'a. Donc, effectivement, voilà. Puis, On n'est pas obligé de donner la présentation. une présentation allégée. Ouais, allégée. Après, qu'est-ce qui est prévu? Enfin, c'est soit tu autorises de publier la vidéo, quoi. Après, le plus simple, c'est peut-être d'envoyer les offres techno, hein, qui reprennent quand même globalement ce qui peut être diffusé par rapport à ce que tu as raconté, Jean-Guy, non? Oui, voilà, les offres techno, c'est très bien. Donc, pas la vidéo, pas le PowerPoint allégé, que l'offre. Ouais, les offres techno, oui. Oui, parce qu'après, bon, moi, c'est tout publié, tout ce que j'ai présenté. Il n'y a rien de strictement confidentiel, mais c'est juste par rapport au fait que, après, j'ai été déçu parfois parce que je vois mes slides, elles sont reprises et je ne suis pas cité. Les gens, en fait, ils s'accaparent le truc. C'est pas. Donc, je suis pas super fan pour filer mes présentations. Oui. Aux étudiants, oui, mais là, c'est pas quand c'est des étudiants, je fais des cours, oui, je donne mes présentations. Là, Non, mais il y a les offres techno, elles sont là pour ça aussi. Donc, voilà, exactement. L'offre techno, c'est très bien. Ça suffit. Je te les renvoie, Jackie, ou tu les as quelque part? Ou comme tu veux. Après, si c'est que les offres techno, tu m'avais envoyé le lien, donc je dois encore avoir ça. Mais après, il faut voir qui diffuse. Enfin, c'est peut-être à vous, hein, en tant que 3BK. Oui, après, tu peux nous peut-être de renvoyer les diffuser demandes. en disant, voilà, on vous diffuse ça à l'ensemble de la liste des présents.
Oui, oui. Bah, après, si tu as des questions qui te remontent, voilà, n'hésite pas à peut-être. Voilà, ça va être des gens qui vont demander les prêts. Hein. C'est Bah, juste tu peux me transmettre les Voilà. demandes et puis je ferai l'envoi des offres techno et puis voilà quoi. Ouais. Voilà, ils veulent la mienne, mais Oh, bah, ça, la tienne, tu gères. ouais. Mais de manière générale, quoi. Après, voilà, c'est vous qui vous occupez d'un peu des remerciements et puis du lien vers les présentations. Quoi. Oui, bah, de toute façon, Evelyne va nous renvoyer la liste, la mise à jour avec les derniers inscrits de ce matin, je pense, et puis on fera un emailing pour remercier les participants. Voilà, et faites un copier-coller peut-être des questions-réponses comme ça. Bah, moi, j'ai fait des copies d'écran de toutes les questions. Ah oui, d'accord, bon, bah, c'est bien. C'est bien, ça permet de voir effectivement celles qui étaient très techniques. Il y a juste ça que j'ai pas repris. Comme tu les as résolus, parce que si tu les as résolus au fur et à mesure, ça veut dire qu'il y en a qui sont dans résolus. Oui, bah, il y avait la tienne. Oui. La mienne qui était, qui était destinée à Evelyne en disant au secours. Et après, c'était une question pour citer des labos, mais bon, c'était compliqué d'avoir toujours une liste complètement exhaustive de tout le monde. Voilà. Oui, bah après, s'ils veulent tous être cités, comme j'ai dit, la carte, elle est remplie. Hein. J'avais pas le temps de tous les citer. Non, mais là, c'était le centre technique du papier. Michel Poticoni, il est le centre technique du papier. Je le connais bien, Michel Poticoni. C'est vrai qu'ils font des travaux dessus. Donc, il utilise beaucoup les enzymes, en fait. C'est sûrement pour ça qu'il a mentionné. Oui, je pense. Après, c'est connu et reconnu. Après, bon, il y a d'autres développements en cours. Hein. Je l'avais dit avec Celodev, c'est des choses qui ont été effectivement, puis DSM, forcément. Voilà, c'est des choses assez connues quand même. Hein. C'est plutôt des applications très connues, reconnues. Après, il reste encore des enzymes de blanchiment, des choses comme ça. Il y a encore des choses. D'ailleurs, soit dit en passant, ils utilisent des LPMO. Pour défibriller, ça marche très bien. Pour faire des nanocelluloses ou des papiers spéciaux pour fonctionnaliser. Okay. Alors, pas forcément en France, mais plutôt chez UPM, qui sont les leaders mondiaux. Voilà. Avec Beauregard. Avec Beauregard, c'est les deux. Bon, ce sera intéressant quand même de traiter le sujet sous l'angle. Alors, Papetier, la prochaine fois, je leur demanderai. Ouais. Après, c'est dur d'avoir des infos, quoi. Mais après, au CTP, ils doivent avoir pas mal d'infos, mais c'est dur d'avoir des infos. C'est assez fermé. C'est assez compliqué. Très confidentiel. Voilà. Ok. Moi, je dois vous laisser, j'ai une réunion à 16h. Très bien. Mais il n'y a pas de souci. Merci beaucoup encore une fois à tous. Merci à vous. Et puis à bientôt. Ok, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci Evelyne encore. Oui, merci. À bientôt. Et quitter.